Cela fait 10 ans que l'association les Frères de la Crique a été créée. C'était en mars 2011, une association bien connue de tous désormais et qui avait à l'origine été montée pour mettre en place des activités à destination des habitants du village chinois. Depuis, l'association a bien grandi au point de devenir une grande famille. Pour revenir sur ces 10 années et savoir un petit peu ce qui se prépare pour les autres à venir, nous sommes ce matin avec le président des Frères de la Crique, Naël Lama. Bonjour. Bonjour M. Zamit. Je l'ai dit, vous fêtez les 10 ans de l'association. Précisément, c'est quand d'ailleurs cet anniversaire? C'était le 27 avril 2011. Quand vous l'avez créée à l'époque, vous pensiez qu'elle existerait aussi longtemps? Non, pas du tout. C'est-à-dire que... Alors, déjà, pour commencer, merci de me recevoir. Et puis, c'est vrai que je suis parti un petit peu vite. Oui. Et puis, bonjour aux auditeurs de Radio Pays, et plus particulièrement à ceux du village chinois. Donc, on n'avait pas d'idée préconçue lorsqu'on a démarré. On a démarré avec Jean-Yves Tarcy et Marie-Claude Gaille, enfin Lucas, fille Gaille, qui m'a dit oui, mais on aimerait bien faire une association pour défendre les intérêts des gens du village chinois. Et moi, je sortais de mes études et tout, je sortais de France, j'avais été influencé par le rap français notamment, avec un terme qui m'avait impressionné, c'était patrimoine du ghetto. Ouais. L'idée qu'il y ait des richesses dans le ghetto et de le mettre en valeur. Et qu'il fallait mettre en valeur. Donc je leur ai dit, mais est-ce que ce serait pas mal de valoriser le patrimoine du village chinois, sachant qu'on considère que notre patrimoine est bâti architectural, bien sûr, mais il est surtout humain. Vous savez, en Guyane, on n'a pas beaucoup d'argent, d'une manière générale. Par contre, on a une grande richesse culturelle et personnelle, donc on s'est dit, ben voilà, autant partir sur ça. L'objectif aussi, c'était de changer l'image du quartier, montrer qu'il n'y a pas que de la violence, de la cocaïne et aussi de la criminalité parfois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le constat, c'était qu'à l'époque, la situation était vraiment pas terrible. Ouais. On n'était pas forcément très fiers de venir de là-bas. Le contexte était hostile. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de changer tout ça. Et je pense que depuis 10 ans, on a fait du chemin quand même. Oui, la question de la fierté dont vous venez de parler, elle revient souvent. La fierté d'être du village chinois, la fierté d'être guyanais aussi. L'identité du village chinois, elle est tellement mise à mal que c'est dur de s'en revendiquer, de dire oui, je viens d'ici et j'en suis fier. Alors à une certaine époque, parce que maintenant tout le monde me dit qu'ils sont... C'est vrai, ça a changé. Alors qu'à l'époque c'était moins ça, mais ce qui est intéressant, c'est que le village chinois, c'est une petite Guyane. D'ailleurs, le village chinois a 3 noms. C'est village chinois, la Crique, Chicago, qui sont symptomatiques des 3 vagues d'immigration qui ont structuré la Guyane, finalement. Vous avez l'immigration pénitentiaire, à l'époque, le bagne et tout, avec les Anamites. La première immigration exogène de Guyane, qui sont les Saint-Luciens, qui sont allés directement dans l'intérieur et qui sont revenus quand le business de l'or s'est un petit peu craché, on va dire. Et puis années 70, avec la construction de la base spatiale, où on s'est dit, bon, comme c'est surtout des hommes, faut bien qu'ils puissent s'exprimer, donc on va les laisser dans ce coin-là. Sachant que depuis l'époque pénitentiaire, avec les Vietnamiens, eux, ils avaient fait un petit Saigon. Paradis artificiel, prostitution, donc ça a un peu démarré comme ça. Donc oui, le village chinois, c'est une petite Guyane. D'ailleurs, au village chinois, vous retrouvez un petit peu toutes les communes, pratiquement. Vous retrouvez des communes du fleuve. D'ailleurs, on a 2 maires qui viennent du village chinois, le maire de Mana et le maire de Papaichton. Et donc, on a aussi des adjoints qui sont à Saint-Georges. Donc, c'est ça. Souvent, on croit que c'est un quartier, mais c'est 5 quartiers, en fait. C'est 5 faubourgs. Donc, vous avez Cœur de Village chinois, Chicago, Ille-et-Malouin, Texas, Digle-Blanc, La Matigna, et Rénovation 2, où on n'est plus vraiment physiquement dans le quartier, mais c'est des cousins, donc on n'est pas encore à la réno. Donc, voilà, c'est... Et une de nos plus grandes réussites, si je peux me permettre, c'est vraiment d'avoir pu créer cette appartenance commune. Et grâce à quoi? Comment est-ce que justement ça a marché, ça a réussi? Alors ça a marché avec des projets. Parce que vous parliez de notre première action, c'était une fresque à l'entrée du village chinois, bienvenue au village chinois. Et on s'est rendu compte que quand les gens leur redonnent un petit peu de dignité, ils recommencent à trouver espoir. Et quand ils trouvent espoir, ils commencent à repenser à des projets et à l'avenir, et toutes les choses redémarrent. Ouais, qu'être fier de soi, au final, ça implique de la confiance en soi. Oui, c'est un moteur. C'est un vrai moteur. C'est-à-dire que l'identité, c'est un moteur. C'est-à-dire que, souvenez-vous, à l'époque, par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle les Anglais. Donc, les Guyaniens, c'était très mal vu. C'est pour ça que lorsque des petits Guyaniens, je leur ai proposé de venir travailler avec moi, faire ci, faire ça, ils ont été étonnés parce qu'ils n'avaient jamais vu un petit gars comme ça, derrière Montjoli, qui vient leur proposer des choses. C'était étrange. Et au final, ils s'y sont habitués.
Et on l'a fait avec des victoires, des défaites aussi. Parce qu'on a eu des décès sur le chemin. C'était dur. Je pense à notre frère Steve, à Rico, à Gerland, à Jonathan. En 2019, je crois, il y a eu une quinzaine de meurtres dans le quartier. C'était vraiment très dur. Beaucoup de décès, beaucoup de funérailles. Bon. Et puis des victoires. Et puis surtout un symbole. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le bouclier du village chinois. Alors au début, je leur expliquais un petit peu. Je leur dis voilà, la forme circulaire, c'est la famille, l'unité, la perfection. L'étoile dorée à 5 branches, c'est les 5 faubourgs du quartier. Les couleurs, c'est celle du seul drapeau guyanais que moi je connais, ça, à la base. Ils m'ont dit oui, c'est joli. Je dis bah voilà. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Je suis retombé sur une interview que vous aviez donnée il y a quelques années dans laquelle vous déclariez, Naël Lama, quand on évoque ce quartier, le quartier chinois, on pense tout de suite criminalité et clandestinité, mais le quotidien s'est construit aussi sur de la solidarité. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la solidarité, finalement, ça suffit, elle est suffisante pour régler tous les problèmes dont on parle depuis tout à l'heure? Bon, c'est jamais suffisant, la solidarité, mais vaut mieux commencer par là. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais au moins on a des amis. Si toi t'as peut-être quelque chose que moi j'ai pas, moi j'ai quelque chose que toi t'as pas, et puis on s'entraide. Donc ça commence par là. Moi je me souviens des époques, j'ai vu les jeunes là, j'étais heureux. Ils tournaient des clips de rap, ils chantaient, c'était bien. Parce qu'ils se sentent en sécurité. Ils savent que leurs grands frères sont là, il n'y a pas de souci. Toute la partie un peu ghetto, un peu autorité, nous on la prend pour eux, et eux c'est juste des enfants, c'est tout ce que c'est. Et vraiment ce point-là, ça a changé depuis 10 ans? Oui, alors, c'est sûr que je vais pas venir vous dire que j'ai baissé le taux de criminalité, bon, faut pas... Bon. Par contre, je sais que, vu qu'on a introduit certaines valeurs qui maintenant font résonance avec eux, l'ambiance a changé. Il y a 2 ans, par exemple, j'ai un de mes petits sur le terrain de foot. Il y a un autre petit gars de 6 ans qui vient avec un couteau. Mais il l'a chassé du terrain. Alors qu'il y a 10 ans, c'est comme s'il arrivait avec une Coupe du Monde, peut-être. Mais là, on lui a dit non, ça, c'est pas pour nous, c'est pas dans nos valeurs. Va-t'en. Ouais, c'est des messages qui prennent petit à petit. Il faut aussi se laisser du temps avant que ça marche. Oui, c'est clair. C'est une question de génération et d'éducation. Mais la vérité, c'est que toutes ces bêtises-là, aller planter des gens, ça va pas te rapporter quoi que ce soit, à part des embêtements. Donc, maintenant, ils savent qu'ils ont un objectif, c'est réussir leur vie. Donc, tout ce qui est à côté, c'est annexe et on n'en veut pas. Voilà, c'est comme ça. Votre association, aujourd'hui, les Frères de la Crique, vous m'expliquiez tout à l'heure, elle va grandir, elle va se développer, c'est ça, dans les semaines qui viennent? Oui, disons que là, nous sommes dans une phase de croissance. Encore une fois, ça fait 10 ans qu'on est là et vous connaissez la règle des 10 000 heures. Hein, lorsqu'on fait quelque chose de bien pendant 10 ans, c'est que ça va, on maîtrise les choses. Mais l'autre règle aussi, c'est que lorsqu'on progresse pas, on régresse. Et quand on régresse trop, on s'effondre. Donc on est condamné à croître. Donc là, nous sommes j'ai 4 salariés quand même. Actuellement, il y en a 4. Actuellement, il y en a 4, ce qui est pas rien. C'est-à-dire que c'est quand même 4 familles qui peuvent vivre de ça, en tout cas. Et l'idée, c'est de passer à 16 d'ici la fin de l'année. Et à chaque fois, des recrutements qui se feront au sein du village chinois? Alors, la plupart, oui. Ouais. La plupart, parce qu'on est pour le recrutement endogène. Après, toutes les compétences ne sont pas forcément au quartier, mais la plupart, ça c'est clair. Puisque depuis 3 ans, j'ai pas mal de services civiques. Ouais. Bon, j'ai des adultes relais aussi. Mais maintenant, j'ai vraiment une connaissance assez fine de leurs faiblesses et de leurs forces. Je sais qui peut aller où, donc franchement, on est bien. Du coup, croître pour ne pas disparaître, mais croître et se développer pour faire quoi de différent par rapport à ce que vous avez pu faire depuis 10 ans? Ah bah c'est un petit peu pour faire la même chose, mais en 10 fois plus, c'est 10 fois mieux. D'accord. Sur des actions en particulier? On a la prévention de délinquance aux abords d'établissements scolaires. Là, je n'ai plus les moyens de le faire parce que, vous savez, l'une des malédictions de la prévention, c'est que quand tu travailles trop bien, pour les gens, c'est naturel. Il y a 10 ans, tu venais pas avec une caméra comme ça au village chinois, filmer. Maintenant, il y a des films qui sont tournés, des documentaires, mais c'était pas comme ça à l'époque. Donc là, je l'ai fait gratuitement, je dois le dire, depuis octobre. Là, ça fait 1 mois qu'on n'y va plus, et bien, c'est le chaos, quoi. Sauf que là, maintenant, je suis arrivé au bout d'un système où on va y retourner, mais avec des moyens, avec une méthode, quelque chose de vraiment costaud, quoi. Et comme ça, là, on réglera le problème. Sur aussi toutes les questions liées à l'emploi, liées à l'insertion professionnelle, vous avez envie d'en faire un petit peu plus sur ce point? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je suis en train de travailler sur des dispositifs législatifs, justement,
pour ces questions-là. D'accord. Vous savez, en Guyane, on connaît tous des gens qui ont quelque chose à offrir, mais qui sont loin de l'emploi. Donc, je pense avoir trouvé le système qui pourra les aider, mais je travaille toujours dessus. Depuis 10 ans, hein, votre association elle a mis en place des actions de sensibilisation à la citoyenneté, des entraînements de boxe, de foot, la préparation du carnaval aussi, des manifestations, des moments de convivialité. Il y a beaucoup de choses à chaque fois. Le but, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un but précis? Oui. C'est quoi? Le but précis, c'est d'être au plus près de leur vie. En fait. C'est-à-dire que lorsque je fais du carnaval, de la boxe, du basket, du foot, c'est pas tellement pour le faire, parce que bon, moi, le carnaval, je suis pas un grand carnaval, par exemple. Mais par contre, ça me permet d'être au plus près de leur vie. Et quand il y a des choses plus intimes et plus sérieuses, on est là, on est présent. Donc ça construit la confiance. Et ça nous permet de mieux travailler avec eux. C'est-à-dire que nous, on vit avec eux toute l'année. Cette période-là, on fait ça. L'autre période, on fait ça. On est là, on est ensemble. Voilà. Ne pas arriver avec des projets préconçus, comme parfois ça peut être le cas, notamment des pouvoirs publics, et qui au final ne s'imprègnent pas assez de ce qui se fait déjà sur place. Oui, c'est-à-dire que nous avons une méthode, c'est ce que j'appellerais de l'ergonomie sociale. L'ergonomie sociale, c'est quoi l'ergonomie sociale? C'est-à-dire qu'on part de leurs besoins et on modélise ces besoins dans des projets structurés. Parce que, comment dire, on va pas, c'est pas qu'on va changer leur vie, enfin, un petit peu quand même, mais on va partir de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils peuvent faire. Et à partir de là, on en fait un opéra, quoi. Mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire que moi, par exemple, une de mes actions préférées, c'est le bouillon d'Awara. D'accord. Parce que le bouillon d'Awara, c'est un peu comme le Thanksgiving américain. C'est une tradition guyanaise pour se faire des amis. Moi, quand je mange le bouillon d'Awara, c'est pas que pour manger. Bon, j'adore mon bouillon d'Awara, pas de souci. Mais quand vous voyez le mythe fondateur, qui dit que quand on en mange, soit on reste, soit voilà. Quand par exemple, je sais pas, vous êtes au boulot et puis quelqu'un est arrivé depuis 2-3 mois, je sais pas, ils sont un peu seuls et tout, vous l'invitez dans votre bouillon familial et vous tissez des liens. Et c'est ça notre mission à nous, ce que j'appellerais les Guyanais originels. Parce que bon, moi je suis à Lama, famille Rakubo, c'est d'accueillir ces Guyanais nouveaux pour les faire se sentir dans le club. Parce que moi j'ai vécu à Paris de mes 9 ans à mes 26 ans. Et quand le rap français est arrivé, ceux de ma génération ont commencé à dire ouais, nique la France et tout, et les politiciens n'ont pas compris. Mais moi j'ai compris quelque chose, c'est que lorsque tu traites comme s'il est de l'extérieur, il grandit, il te répond comme s'il est de l'extérieur, mais il ira pas revivre au Maroc ou en Algérie ou au Cameroun, c'est pas vrai, mais il en a marre. Et oui, et puis s'il dénonce quelque chose, c'est aussi parce qu'il a envie d'être mieux intégré. Et ici on a ça, on a des jeunes d'origine surinamienne, brésilienne, voilà. Il faut qu'ils puissent se sentir du club. Et c'est, alors mes enfants, je sais pas si... Et aujourd'hui, ce sentiment, vous sentez vraiment qu'il est véhiculé dans le... Ah oui, non, alors moi, mes enfants, je sais pas si on leur dit qu'ils sont guyanais, mais en tout cas, ils sont tous frères de la crique, c'est clair. Après, bien sûr, je leur dis qu'ils sont guyanais, mais c'est important parce que si on ne se sent pas tous du même bateau, on ne pourra pas avancer dans quelconque direction que ce soit. Donc, c'est un vrai moteur. Pour moi, l'identité est un vrai moteur économique, hein, franchement. En 10 ans, Nel Lama, juste sur le village chinois, vu que c'est un quartier, vous l'avez dit, que vous connaissez bien, au-delà des actions menées par votre association, qu'est-ce que vous pensez des choses qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites? 10 ans, c'est quand même beaucoup, ça permet d'avoir un avis bien éclairé. La situation, elle avance dans le bon sens, ou bien ça patauge, notamment des pouvoirs publics et des politiques? Disons que... Ou bien la solution, elle sera pas politique? Disons que la solution, elle viendra de nous tous, en fait. C'est ça, je pense, le malentendu, c'est de croire que tout vient d'en haut. Comme j'ai dit, moi, je fais de l'ergonomie sociale. Je pars d'en bas, je vois ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils peuvent faire, et on le modélise et on en fait un opéra. Donc je pense qu'il y a une question de dialogue pour savoir comment on travaille ensemble. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont tragiques au village chinois. De toute façon, moi, je vous dis clairement, pour moi, les piliers de la prospérité, hein, que ce soit au village chinois ou en Guyane, c'est la salubrité, santé et la propreté. Le jour où le quartier est sûr et propre, le reste, voilà, les gens y feront. C'est le premier combat à mener. Ce sont les deux piliers vraiment de la prospérité à mon sens, vraiment. Là, quand je regarde le quartier, là, je peux pas dire qu'il est ni sûr ni propre. Nous, on travaille sur ce qu'on peut, mais il y a déjà ça. Et c'est la même chose en Guyane. Le jour où la Guyane sera bien aménagée en toute sécurité, voilà. Les autres problèmes, finalement, finiront par disparaître. Vous connaissez un peu la définition d'un territoire puissant. Un territoire puissant, c'est un territoire aménagé, enfin connecté, aménagé, et une population éduquée. Vous avez déjà vu une carte de la Guyane le soir? Il y a de la lumière peut-être à Cayenne, à Kourou et à Saint-Laurent, peut-être.
C'est tout. Et le reste, c'est quand même dans On l'obscurité. est quand même grand ouais. comme le Portugal, je veux dire. Ils sont 10 millions au Portugal. Hein. Et nous, on a l'impression d'être trop. Ouais. Alors, si on habite tous au même endroit, effectivement, il y a un problème. Mais il y a de la place quand même. Votre association, elle se débrouille comment aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par les pouvoirs publics, par la mairie de Cayenne, par la CTG, les institutionnels, on va dire? Ils jouent le jeu? Alors, j'ai eu pas mal d'aide hein, quand même. Ouais. De manière générale, bon, on trouve toujours qu'il n'y en a pas assez parce qu'effectivement, les besoins sont grandissants. Mais surtout, là, dans cette 10e année, nous allons produire un bilan d'activité. Nous allons produire un diagnostic territorial du village chinois et un projet de croissance. Ah, ça veut dire quoi un diagnostic exactement? Eh ben, on va regarder par exemple la compétence eau potable, Ouais. déchets, regarder un petit peu les différents... pour savoir comment c'est au village chinois. Ok. Ouais, sur Donc, toutes les questions du quotidien qui voilà. concernent les habitants. Oui, voilà, parce que vous voyez bien à Cayenne, il y a beaucoup de trous par exemple. Ouais, ouais. Bon, la mairie a annoncé que normalement d'ici quelques mois ça devrait être réglé. Oui, non, mais c'est une question. On attend. Oui, c'est une question comme une autre. Mais comme je dis, par rapport au village chinois, ben déjà, oui, eau potable, propreté, sécurité, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et ensuite, on va proposer un projet de croissance pour les 10 ans à venir. Que vous proposerez à la mairie de Cayenne? Que je proposerai à tous les Guyanais. On fera un appel à toute la Guyane. Et si vous voulez participer à ce grand projet, vous serez les bienvenus. Est-ce qu'il y a des parcours en particulier de jeunes que vous avez aidés et qui vous ont marqué, j'ai envie de dire, plus que les autres depuis ces 10 dernières années? Ah bah oui, il y a par exemple Christophe Montabor qui a... parce que dans les différentes actions que nous avons la saison des diplômés, Ouais. donc vers fin juin, début juillet. C'est un jour, un de mes enfants qui m'envoie son résultat de bac et il me dit « Mais Naël, merci, c'est grâce à toi. » Ça m'a tellement ému que je me suis dit « Bon ben, je vais leur faire une célébration. » La première année, il y en avait 7, maintenant on en a une quarantaine. Et de la dernière promotion, il y avait un qui est à Sciences Po actuellement et qui va revenir en stage dans son quartier, dans son association. Donc pour moi, c'est un vrai marqueur, un indicateur de réussite quand même. Donc ça se trouve, c'est le prochain président ou directeur des Fortes de la Crique, tant mieux. Ouais, du coup, être vraiment honnête vis-à-vis de ce qui se passe, dire quand les choses ne marchent pas, parce qu'il y a beaucoup de parcours évidemment qui doivent vous toucher dans le sens où ils ne réussissent pas tous, et de l'autre côté, mettre aussi en avant les personnes qui arrivent à s'en sortir. Tout à fait, tout à fait. Comme je dis, on a eu des réussites et des coups durs. Et des coups durs. 7h30, dernière question, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Vous avez des événements de prévus là pour fêter vos 10 ans dans les jours qui viennent? Alors bon, par rapport au Covid, on peut plus faire des méga patins. Bon, voilà, c'est la vie. Donc tous les 27 du mois, nous allons sortir quelque chose. Donc il y aura, comme j'ai dit, le bilan d'activité. Parce qu'il faut bien retranscrire ce qu'on a fait. Parce que vous savez, on travaille dans le domaine de la politique de la ville. Les 3 piliers de la politique de la ville, c'est le cadre de vie, le développement économique et la cohésion sociale. Donc on va dire un petit peu ce qu'on a fait dans ces cas-là. Et puis il y a aussi, on va parler des grandes crises qu'on a connues. Mars 2017, Covid, les différents décès. Voilà, c'est pour expliquer comment ça s'est passé. On va terminer par cette citation que j'ai trouvée dans un très bel article de nos confrères de Street Press dans lequel vous aviez été interrogé il y a quelques années. En tant que grand frère, nous voulions proposer aux jeunes des raisons de se tenir droit, changer leur vision du no futur et du tout co, qui leur redonnait la fierté de l'identité guyanaise. Lama, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Radio Pays.